bienvenue sur cette présentation et discussion liée à USB. Donc qu'est-ce que c'est USB? C'est un petit lecteur, enfin un métalecteur même on pourrait dire, qui permet de naviguer sur différentes ressources, que ce soit en exemple, on peut citer YouTube, SoundCloud, principalement ces deux-là, ça gère aussi les MP3. Mais pour être plus clair sur ce qui s'y passe. En gros, c'est une application web qui permet de faire cette lecture comme je viens de le dire, et donc en utilisant ce qu'on a déjà construit par ailleurs avec la Sonic Archive Foundation. C'est là un point assez important, parce que ça permet d'avoir une cohérence d'informations. On peut enrichir vraiment notre exploration avec tout ce qu'on a pu remplir dans la base collective de la Sonic Archive Foundation. Donc ça peut être des méta-informations un peu générales, des trucs assez spécifiques, on pourra y revenir plus en détail après. Donc ce lecteur a été construit avec un double objectif de pouvoir mobiliser tout ce qu'on connaissait avec la SAF, mais surtout de permettre une lecture sans coupure, parce que jusque-là, quand on voulait lire quelque chose directement dans SAF, eh bien c'était un peu laborieux. Il fallait aller dans l'exploration, trouver les éléments jouables, et là on pouvait en prendre un, le jouer directement sur sa page. Mais au final, une fois qu'on avait fini ça, on ne pouvait pas passer à un autre sans sélectionner un autre explicitement. Et ça, c'était un petit peu dommage et frustrant. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire une petite application qui permettrait d'avoir un parcours assez fluide entre ressources, tant qu'à faire. Et voire même, pourquoi pas, élargir les possibilités qu'on avait sur la SAF, dans un contexte un peu plus unifié, on va dire. Donc c'est-à-dire que là, vous avez une page de détail continentale qui donne des informations sur un morceau qui s'appelle Back in Time, c'est un très bon morceau d'ailleurs, je le recommande, et dans lequel on avait détaillé quelques informations, des méta-informations, des ressources. Donc là on voit un lecteur YouTube qui était proposé, et des informations d'exploration. Le code couleur étant vert, c'est pour l'exploration, rouge c'est pour la cartographie. Étant donné que je suis connecté avec mon compte, on voit que j'ai accès à pas mal d'informations pour enrichir la cartographie. C'était quand même intéressant de se dire qu'on pourrait mobiliser ça dans une app un peu plus performante et dynamique, parce que jusque-là, tout ce que vous voyez ici, c'est du HTML, et il y a un poil de JavaScript, mais ça reste extrêmement limité. Alors qu'avec une vraie application en ligne, là, pour le coup, les possibilités étaient infinies. Donc je vais vous voir ce que ça donnait. Donc ce qui se passe, c'est que on est connecté, enfin on est lié à une instance de SAF. D'ailleurs, c'est pas forcément la mienne, n'importe qui déploierait son instance, on pourrait changer ça et du coup ça communiquerait avec la vraie instance. Donc à partir de là, accéder à toutes les ressources qui sont dessus. Au premier niveau, les ressources dont on parle, c'est directement quel morceau on peut jouer. Donc là, c'est un peu filtré, il n'y a pas tous les morceaux qui sont accessibles sur la SAF officielle, mais il y en a quelques-uns, et donc on peut choisir celui qu'on souhaite, soit dans le menu déroulant, soit par d'autres biais. Donc pour ce faire, il suffit de cliquer. N'oubliez pas de cliquer. On peut cliquer par exemple sur... on revient sur Back in Time, voilà, ça va faire un très bon parallèle. Non, pour des raisons que je ne révélerai que plus tard, je vais cliquer sur un autre. Voilà, Millennia, très bien. Attention, il va lancer la lecture automatique. Et il faut que je fasse pause, sinon je vais me faire DMCA, bien sûr. C'est un peu le péril de présenter un outil comme ça sur Twitch. On a toujours le risque de se faire striker, et bien sûr comme cette chaîne est un peu mon unique source de revenus, je voudrais éviter que ça arrive. Là, vous avez vu la magie s'opérer. J'ai pu désigner une ressource et elle s'est affichée directement au milieu de mon application avec un lecteur incrusté de SoundCloud. Donc qui me présente
les fonctionnalités de base, hein, de progression intégrée. Donc j'ai gardé le layout pour vraiment correspondre à ce que SoundCloud autorise. Hein. Bon, j'ai dû ajouter une petite barre de volume parce que le lecteur embarqué n'en propose pas chez SoundCloud. Donc c'était nécessaire. À partir de là, j'ai pu rajouter d'autres options, hein, on pourra y revenir plus tard. Et en bas, vous voyez, en fait, si on veut accéder aux informations sur ce morceau, sur l'encyclopédie, on peut y accéder par ce clic. Donc là, on voit, on a accédé aux détails du continent en question. À partir de là, beaucoup de choses sont faisables. Bien sûr, on peut naviguer entre morceaux, c'est ce que vous voyez là. Au sein du morceau, là, c'est pas encore très clair. Hein. De toute façon, tout ce que vous voyez, c'est un prototype. C'est une ébauche en construction, mais qui fonctionne quand même. Dans les grandes lignes, on a cette possibilité de changer de morceau, d'avance rapide dans le morceau éventuellement, là, c'est ce que vous voyez là, hein. Soit par 10 secondes, soit par 60. Et donc ce qui est très très puissant, c'est que vous voyez, c'est vraiment en interaction avec le lecteur interne. C'est quand même le cœur du principe. Voilà. C'est ça qu'on souhaite faire, on veut naviguer entre morceaux. Donc là, je peux passer au suivant. Attention, Queen en plus, je vais pas me faire... Je vais instantanément me faire détecter par tous les bots de reconnaissance de musique si je passe Bohemian Rhapsody, c'est certain. Donc pareil, là on voit un accès là. On distingue également la source qui est explicitement écrite ici si jamais on veut y accéder. Et maintenant que ce tour d'horizon du lecteur en tant que tel est fait, on peut passer au reste. Donc en haut, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a un menu déroulant qui présente quel morceau existant on peut rejoindre, mais il est également possible de faire autrement. Je vous récupère ça tout de suite. Si on reset, on peut définir une localisation, et là il y a une syntaxe assez spécifique. Donc ce qui se passe, c'est si vous avez un trou de mémoire, n'hésitez pas à aller dans l'aide, parce que l'aide vous renseignera sur différentes informations accessibles là-dedans. Donc qu'est-ce qui se passe si je rentre une URL aléatoire et que je fais Enter? Ça marchera aussi si j'appuyais sur ce bouton, mais je vais le faire comme ça. Eh bien, on voit qu'il a compris et qu'il m'a injecté dans mon lecteur une ressource personnalisée. Bon, là, il a pas trop reconnu d'informations dessus, donc il a rien dit de particulier à ce niveau-là. Mais on peut le jouer et procéder au même type d'opération qu'on ferait avec un morceau connu, en fait. Donc voilà pour le premier point. On peut également accéder, alors là ce que je vais faire est extrêmement périlleux, on peut accéder à une chaîne. Mais je vais être encore plus malin, je vais me faire de l'auto-promo. Bim. Est-ce que ça marche? Oh mais c'est absolument une mise en abîme de première qualité. Alors là ce que vous voyez c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que je propose grâce à mon lecteur, d'accéder à n'importe quelle chaîne. Et comme par hasard, j'ai choisi la mienne pour éviter tout problème de propriété intellectuelle, etc. Et donc, vous voyez des éléments assez intéressants. C'est-à-dire que le titre, USB a compris le titre de cette présentation et le nom de ma chaîne. Bon, bah ça c'était un peu facile, il était écrit là. Mais en gros, il accède aux méta-informations fournies par Twitch, et donc c'est assez pratique. Et même, on a un petit bouton extrêmement agréable, on peut sauter directement sur la source. Alors je vais peut-être cliquer dessus, mais ça risque de faire casser l'univers, parce que je suis en train de diffuser dessus, je sais pas ce qui va se passer. Voilà. Donc là, vous accédez à la VOD correspondante à ce que vous venez de voir, enfin à ce que vous voyez actuellement. Donc là, ça fait déjà 17 minutes que nous sommes en live environ. Bon, c'est pas parfait dans le sens où, une fois qu'on arrive là dans la VOD, lui, il a pas rafraîchi tout ce qui s'est passé depuis, donc il faudrait recharger. Mais c'est pas très important. En gros, on accède vraiment à toutes les informations de cette VOD, et on peut faire des opérations dessus, que je vais détailler maintenant. Parce que on a vu le lecteur, on a vu l'injection de données, donc là je vous ai présenté deux façons de le faire, mais il y en a d'autres. Que vous pourrez voir dans l'aide, où on reviendra dessus plus tard. Et donc maintenant on va se concentrer sur le bas de l'écran, et il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Dans un premier temps, on va rester simple, quelque chose qui est assez compréhensible, c'est l'onglet Recherche, Search en anglais.
qui permet, là comme son nom l'indique, de chercher une ressource, enfin une piste sur l'encyclopédie qui serait référencée parmi les ressources jouables. Voilà, c'est une nuance importante, c'est que les ressources qui ne sont pas des lecteurs embarqués ne vont pas être listées là-dedans, c'est uniquement ce qui est du embedded. Donc là, je vais arrêter le suspense, je vais taper un caractère aléatoire. Peut-être que le Z va être problématique, non ça va, j'en ai. Donc là, il a filtré toutes les ressources qui contenaient un Z dans le nom du morceau, donc ça c'est un point qui sera améliorable, on pourra imaginer qu'on étend ça sur le nom de l'artiste, le nom de l'album, hein, même, pourquoi pas. Et donc, mais le fonctionnement de base est là, et donc là vous voyez 2 boutons identiques à ceux que vous avez là, et en fait, ça veut dire 2 choses. Le premier c'est pour la lecture directe, si je veux lire directement Stargaze de ce bon vieux Lukash, et ben je peux. Là, c'est un peu triste parce que Bandcamp, forcément, j'ai pas encore inclus le lecteur parce qu'il est moins pratique que les autres. Mais par contre, ça, je sais que ça va marcher. Parce que ça, c'est du YouTube. Et donc, on va pouvoir y accéder. Ceci dit, je crois que l'écran a planté, donc je vais devoir recharger. Hein. C'est un peu les aléas du direct. Voilà. Donc, on en était là, je cherchais un morceau. Et donc là, il y avait. Cette fois, j'ai tapé une autre lettre. Donc, on voit différents. On voit que le filtre, en fait, n'est pas juste n'est pas une mascarade, hein, c'est un vrai filtre, il n'affiche pas toujours les 3 mêmes ressources. Donc là, comme je disais, on peut faire une lecture directe ou un ajout aux destinations. Et comme c'est le deuxième onglet, je vais en profiter. C'est magique, je vais même en rajouter plusieurs. Donc là, comme son nom le laisse penser, en fait, c'est un buffer des morceaux suivants que vous pourrez jouer. Et donc quand vous allez dans cet onglet, vous voyez lesquels c'est. Donc cet onglet est un peu riche, il y a pas mal d'infos. Là, le point important à noter déjà, c'est cette liste-là. Donc là, les différents plus sur lesquels j'ai cliqué ont été injectés en tant que handpick destination, au nombre de 3, et dans lesquels on voit le nom du morceau et la ressource qui est liée. Et une fois que la lecture actuelle est terminée, il passera en celle-là. Et donc là, si je fais ça, peut-être que... voilà, il a... Oula, de très bonnes bases dans ce morceau de Infected Mushroom. Et donc il a fait sauter la première ressource parce que maintenant elle est jouée, hein, comme n'importe quelle liste de lecture, et désormais il est en train de la jouer. Ensuite on voit que là c'est le morceau actuel, et si on fait suivant précédent, on a cette conservation de l'historique de navigation. Donc ça c'est le point le plus important de cet onglet quand même, de pouvoir accéder à cet empilement de ressources à écouter ensuite. Et il y a 2 autres aspects qui sont un peu plus contextuels, on va dire. Je vais commencer par celui-là, c'est qu'en gros, si vous avez des ressources en podcast, et ben vous pouvez, grâce au flux RSS, si vous connaissez le lien de ce flux RSS, et ben il va populer les destinations à partir de chacun des morceaux qui sont dedans. C'est assez puissant, c'est pas encore parfaitement géré, mais ça veut dire que vous pouvez écouter vos podcasts directement dans cet outil-là et profiter de toutes les autres fonctionnalités. Je continue de teaser, mais on va bientôt y arriver. Et enfin, le dernier élément de cet onglet, c'est celui-là, les known following. C'est-à-dire que sur l'encyclopédie, on peut avoir dit je sais qu'après tel morceau, il y a systématiquement celui-là. Enfin, ça peut... c'est pas toujours aussi strict, mais c'est pour dire que si on sait que tel morceau va bien après celui-là, par exemple, des fois, c'est même dans un album, la fin d'un morceau fait une parfaite transition avec le suivant, donc voilà. Ça va pouvoir avoir cette information s'il a été renseigné par des cartographes, et à partir de là, en priorité par rapport aux destinations manuelles, il va jouer les morceaux suivants si nous on garde l'option. Mais après on peut aussi dire, moi je m'en fous, je veux jamais jouer les suggestions de l'encyclopédie sur les morceaux suivants. Mais bon, pour l'instant, comme il y a très peu de ressources que j'ai qui ont un suivant, et ben, on n'aura pas trop de problèmes à ce niveau-là. Donc voilà pour cet onglet destination. Est-ce que vous avez déjà des questions à ce niveau-là, avant que je vous écrase d'informations? Déjà, il y a pas mal de choses à dire. Si vous avez aussi des critiques, parce que vraiment, il y a plein de choses à revoir à la fois dans le concept et dans l'implémentation, dans la façon dont les choses sont présentées sur le site, c'est sûr qu'il y a des choses à améliorer. Je suis preneur de retours éventuels, il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous avez une inspiration quelconque, c'est très clair, excellent. Bon bah si c'est très clair, je vais passer à un onglet qui va être beaucoup moins clair, je vous préviens tout de suite.
Alors c'est celui-ci. Pour bien faire, je vais peut-être choisir une autre ressource parce que sinon on va vraiment être dans la cata. Je vais prendre lui. Ok, je vais passer le volume comme ça. Oui, il faudra faire de l'UX à terme. Mais voilà, mais quand on sera... Oui, tout à fait. Monsieur Bellosolex a raison. Il y a un gros travail d'UX à faire. Mais déjà, ce site est une deuxième mouture. Il y a déjà eu une discussion avec une experte en expérience utilisateur, dirons-nous, qui m'a permis d'agencer un peu mieux certaines parties. On pourra y revenir. Donc là, ça ne marche pas du tout. Je vais donc reset un peu le système. On va réessayer avec du SoundCloud et on verra si ça marche. Voilà, là, cet onglet s'est activé. Très bien. Ok. Donc, je mets le volume au minimum, comme ça, je ne risque pas le DMCA. Et désormais, on a cet onglet qui s'appelle 5. Mais qu'est-ce que ça peut-il bien vouloir dire? Eh ben, ça peut vouloir dire ça. Je vais dézoomer un peu pour que vous compreniez et on va voir si ça marche. Comme je ne l'ai pas fait avec SoundCloud en média principal, je ne sais pas si ça va très bien marcher. Ok, donc ça c'est normal. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment un bug là-dessus. Il suffit que je fasse ça et ça marche. Donc on reprend. Alors si on se met là. Donc là, vous voyez qu'à 5 secondes, c'est ce qui est écrit là. Il y a une activation du lecteur secondaire pendant 5 secondes. Donc c'est pour ça que là on a atteint le début. Et waouh. Une fois qu'on a atteint, là c'était quoi, je sais pas, 15 secondes, il se réactive jusqu'à la seconde 22 du lecteur principal avec un décalage de 1 minute sur le lecteur secondaire. Et donc ça peut être extrêmement cool quand il s'agit par exemple d'un stream où le créateur faisait un commentaire d'une vidéo qui était sous licence, et donc il n'a pas pu garder l'audio ou même la vidéo dans ce qu'il présentait, mais qu'on peut fonctionner par timestamp, c'est-à-dire qu'on va pouvoir réassocier le vrai morceau avec les moments découpés tels qu'ils sont dans la VOD, par exemple Twitch, de quelqu'un qui ferait un commentaire d'une vidéo. Ça, c'est un des cas d'application, il y en a d'autres. Moi j'y pense parce que je regardais un peu Karim Debache qui faisait un commentaire d'une série belge qui s'appelle Striptease. C'était des reportages sans voix off. Et donc là, lui, quand je regardais sur YouTube, l'audio était coupé justement pour éviter ces problèmes de droit. Et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, est-ce qu'on pourrait pas réassocier ça avec la vraie vidéo YouTube qu'il a utilisée pour, en segmentant correctement, réussir à reproduire la même expérience que celle que les gens en live ont eue. Donc j'ai pas poussé l'expérience jusqu'à vraiment faire cette réalisation de la synchro entre la vidéo de Karim Debache et celle de Striptease, mais le concept est là et la base est suffisante pour se dire que c'est faisable. On pourrait aussi envisager d'autres cas comme par exemple faire un peu de remix, c'est-à-dire que si jamais on veut faire un petit sample du morceau 2 pour l'associer au morceau 1 en tant que DJ, bah, ce serait aussi possible en associant les deux. C'est sûr qu'il y a plein de manières de le faire, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa, et même à terme d'intégrer ça dans l'encyclopédie, c'est-à-dire que s'il y a un mapper qui a eu le courage de le faire, bah, il peut mettre à disposition en gros son contenu de synchronisation pour que les autres puissent en profiter. Bon là, j'ai utilisé un format custom, mais je sais qu'il en existe certains, généralement pour... Enfin, des fois, c'est pour les sous-titres, ça existe beaucoup avec les formats LRC, tout ça. Et même, il y a un format qui existe, qui est resté constant depuis l'invention du MMS. C'est un format qui permet de synchroniser des médias, c'est vraiment son rôle. C'est un peu, il y a une commission internationale qui travaille dessus. Mais je me suis dit là, pour mes besoins à moi, je vais peut-être rester sur un truc un peu basique, un peu mal foutu, mais qui fonctionne, et on verra par la suite si on veut rendre le truc vraiment plus interopérable et avec des standards universels. Donc ça reste un chantier à poursuivre, mais
le proto est là, on peut déjà voir ce qu'il est possible de faire avec. Donc ça c'est pour les 3 outils directement disponibles, et le reste ça va être lié à un usage connecté, on va dire. C'est-à-dire qu'il faut que là, on associe notre exploration pour avoir les fonctionnalités suivantes avec un compte. C'est ce qui est écrit en haut. C'est-à-dire que là, on peut faire que des trucs un peu génériques tant qu'on ne se connecte pas. Voilà, c'est pas bloquant, mais c'est quand même bien mieux, enfin, en fonction de ce qu'on veut y faire. Si on se connecte, donc moi bien sûr, comme j'ai un compte, je vais pouvoir y accéder facilement. Donc là, on voit que je suis connecté, il ne râle plus en haut. Et il m'informe que je suis en tant que lemme sur ce site. Là on voit que l'URL a été grisé, parce que ça c'est assez important, c'est que c'est verrouillé. Alors, donc une fois qu'on a ça, on accède aux 2 derniers volets, qui sont le journal et la session. On va pouvoir passer rapidement sur le journal. Qu'est-ce que c'est le journal? Eh bien ça reprend un peu, ça reprend beaucoup, ce qu'on peut voir sur le détail de morceaux sur la SAF, qui est cette zone verte, avec le panneau ici, qui indique des informations liées au journal, donc c'est-à-dire à tel jour je suis passé sur ce morceau, ou les drapeaux qu'on a pu mettre dessus. Je pourrais refaire un point sur qu'est-ce qu'un flag, pour ceux qui auraient raté un épisode éventuellement. Donc en gros, ce journal, on peut choisir d'enregistrer automatiquement les morceaux, et donc à chaque fois qu'on sera à la fin d'un épisode ou qu'on clique là, normalement, il enregistrera le morceau précédent dans le journal d'exploration. Ça devrait plutôt bien fonctionner, mais on peut également faire des opérations directes dessus. Là, c'est ce que je vais faire. On voit qu'actuellement, je n'ai pas de données explicites ici, même si je pense que c'est un petit bug, mais je peux l'ajouter au journal, et les choses vont se passer en temps réel. Et voilà, donc c'est là où on voit qu'il y a eu un petit bug, c'est que lors du premier chargement, il n'avait pas récupérer correctement les données depuis la SAF, mais depuis que j'ai rajouté ma visite de journal ici, eh ben, il a remis à jour l'ensemble de mon exploration, et donc on voit que j'avais déjà des drapeaux sur la ressource en question. Donc pour rappel sur ce qu'est un drapeau, c'est que on peut dire des informations un peu spécifiques sur le morceau, que ce soit pour dire qu'on l'a visité, ou dire quel jour on l'a découvert, ça peut être intéressant aussi. On peut également décider de le partager auprès de ses connaissances, de ce qu'on appelle les accointances sur le site, avec ce système-là. Et donc là, c'est ce que je vais faire, mais je vais le faire d'ailleurs pour le panneau. Ce qui s'appelle Sign ici, c'est qu'on peut renseigner différents panneaux. Ce qui est un petit peu... Alors je vérifie juste où j'en suis dans le morceau. Très bien, 4 minutes 10. Mais on peut se dire que, par exemple, là, à ce moment du morceau, j'ai trouvé vraiment qu'il fallait faire très attention. Et donc, je peux rajouter ceci auprès de mes accointances. Et donc là, c'est un peu ce que signifie ce symbole et cette couleur de police. Et donc, on voit que là, c'est des informations privées que je n'ai pas choisi de partager avec qui que ce soit. Et ensuite, on voit également que pour lui, c'est un bouclier. C'est-à-dire qu'il y a une partie des personnes qui pourra y accéder et qui correspond à mes connaissances, celles que j'ai définies via la SAF. Et on remarque aussi, très important, que pour cet élément en particulier, on a un timestamp associé. C'est-à-dire que si je suis à un moment quelconque du morceau, je peux normalement sauter instantanément là où le drapeau, enfin le panneau, a été positionné. Donc, ce qui est assez pratique pour cibler des moments précis du morceau. C'était quelque chose qui était déjà faisable dans la SAF, mais avec la mise en place du USB, ça veut dire qu'on peut y accéder de manière beaucoup plus dynamique. Ensuite, on peut passer au dernier onglet, qui est l'onglet de la session. Qu'est-ce que c'est qu'une session ? C'est en gros une unité d'exploration, c'est-à-dire que il y a des fois j'ai envie de regarder des streams, il y a des fois j'ai envie de regarder une série YouTube, enfin une série de vidéos YouTube, et donc ça je peux un peu le cloisonner dans différentes sessions, ou même je peux en avoir qu'une seule et dire là j'étais au milieu de mon morceau, je vais aller faire un autre truc, donc j'enregistre juste mes infos dans ma session actuelle. Donc là il enregistre les infos, et si je recharge la page, normalement je devrais pouvoir réaccéder à ces informations à un grain assez fin. On va vérifier si ça marche, hein. C'est un crash test en temps réel, donc là on voit qu'il est positionné sur la session en question, et si je fais ça, boum, il s'est positionné exactement au bon timestamp du bon morceau. Vous voyez qu'il a aussi rechargé mes destinations. Donc voilà, ça permet de se générer
des boîtes cohérentes d'exploration qu'on souhaite faire. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, j'ai pu recharger j'ai pu charger là où j'en étais dans mon exploration de cette série de vidéos YouTube, avec bien sûr un élément très intéressant pour savoir ce qui s'est passé au deuxième âge de la Terre du Milieu. Bon, un truc pas du tout nerd. Là, il s'agit d'une série de vidéos. C'est une playlist YouTube et on peut parcourir des playlists YouTube et le lecteur est designé pour que ça marche quand même. Sauf que par contre si vous cliquez sur ce bouton qui est censé faire morceau suivant, il va choisir le média suivant mais pas la suite de la playlist. Donc ça c'est un petit problème, il faudra bien cliquer sur celui-là pour accéder à la vidéo suivante. Donc voilà, je pense que j'ai fait globalement le tour de ce qu'il était possible de faire. Donc à partir de là, ça veut dire qu'on a une partie de... Enfin, on a un ensemble de fonctionnalités qui moi déjà me servent pas mal quand je veux faire de l'exploration. Il est important de noter que depuis peu, le code d'USB et de la SAF est open source. Il est désormais accessible sous licence AGPL 3. Ce qui peut se faire, c'est que si des gens veulent participer au code, pour participer à l'écriture du code, il faudra une création de compte, mais ça peut se faire sans trop de soucis. Que du coup, SAF aussi, j'ai ouvert le code. Si jamais des gens sont intéressés pour développer leurs propres fonctionnalités, participer au développement du projet, ce sera également possible. J'ai mis en place également un serveur Discord, mais bon, les gens présents ici, globalement, le connaissent. Donc je ne vais pas forcément revenir dessus. Ah oui, un point important que je voulais aborder ici, et c'est bien que j'ai quelques spectateurs pour y répondre, c'est la question de l'intérêt. Est-ce que USB surtout, parce que là je me suis concentré dessus, est-ce que USB a du sens? Déjà je peux répondre à la question parce que je l'utilise de temps en temps et comme je viens de le mettre en place, je sais qu'il va correspondre à mes besoins personnels, mais la suite des développements va dépendre aussi de est-ce que d'autres gens peuvent être intéressés. Ça dépend, je pense, en partie de la suite des développements, qu'est-ce qui va être mis en place. Mais la question se pose aussi, en tant que tel, est-ce que c'est pas un projet un petit peu vain, parce que le jour où YouTube ou Twitch se rend compte qu'il y a des lecteurs qui l'embarquent, peut-être qu'ils vont dire « Ah mais c'est pas du tout comme ça qu'on veut le permettre qu'il soit consommé », et donc on va bloquer les utilisations ou dire que ce site n'a pas de légitimité à diffuser nos contenus. Même si, moi j'ai essayé de faire les choses correctement, j'ai regardé les conditions d'utilisation des lecteurs embedded de YouTube, et j'ai rien vu qui interdisait de le faire, pareil pour SoundCloud. En revanche, je sais que pour Spotify, il y a une limitation officielle sur la synchronisation, c'est-à-dire que cet onglet-là, j'aurais jamais pu l'utiliser avec Spotify, c'est écrit dans leurs conditions d'utilisation. Voilà, USB ne bloque pas les pubs, effectivement. Le logiciel en lui-même ne chante pas ces pubs-là. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc voilà, je pense que autant SAF, c'était encore très, on va dire, rigide. Et on pouvait avoir du mal à voir un intérêt pour l'exploration en tant que telle. Donc à partir du moment où on a un lecteur un peu plus fluide dans son utilisation, peut-être que là on atteint quand même un niveau de maturité suffisant pour une vraie utilisation en quelque sorte. Une fois que ça c'est en place, ça catalyse un peu l'utilisation du reste. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se dire « Ah oui, c'est vrai que ce morceau était cool, mais je sais qu'il y a une transition que je sais et que je voudrais bien rajouter pour qu'elle soit partageable à tout le monde. » Et ça, c'est ajoutable. Ça, il y a déjà toute une énorme structure en place côté SAF pour la cartographie qui permettrait de renseigner ces infos-là. Bon, elle n'est pas complète non plus, hein. Le site n'a jamais été vraiment éprouvé, on ne sait pas ce qu'il peut tanker, mais ça marche pas mal. Donc ça c'est un élément important. Et c'est vrai, c'est ce que dit Firen sur le côté un peu légal lié à YouTube, que a priori s'il n'y a pas un changement radical dans la façon dont YouTube mobilise permet de mobiliser les embedded, le fonctionnement a l'air je sais pas si légitime c'est le bon mot, mais qu'on peut le faire en quelque sorte. Et surtout que, c'est important de le noter, ne sont embarquables que les lecteurs où le propriétaire, le créateur souvent, n'a pas dit qu'il interdisait l'embarquement. Alors je sais pas si c'est du opt-in ou du opt-out, c'est-à-dire s'il faut qu'on dise explicitement qu'on est d'accord ou explicitement qu'on n'est pas d'accord, mais en tout cas,
les conditions d'utilisation de YouTube sont telles que tout ce qui est embeddable, on respecte la décision du propriétaire. Donc c'est quand même assez rassurant à ce niveau-là, c'est que si on peut l'inclure, c'est que c'est fine. Je précise quand même comment ça marche les inclusions, parce que là on est vraiment sur... en gros c'est pour la liste en soi, c'est pas grave si le morceau qu'on veut écouter il est pas sur la liste, surtout que j'ai filtré à 50 le nombre de morceaux listés ici pour éviter de trop charger la base. Mais donc voilà, il y a deux écoles, soit on choisit d'injecter directement ces ressources, et dans ce cas on n'aura pas l'appui de la base de connaissances, et si on veut le faire, il faut devenir cartographe. Donc je disais, une fois qu'on est sur un continent, on peut rajouter des ressources si on a les accréditations nécessaires, donc c'est ce que vous voyez ici. C'était juste un petit aparté pour expliquer quel est le lien entre ce que vous voyez ici et les ressources qu'on a dans la SAF. Qu'est-ce qu'il apparaît en manque? Donc c'est là où je serais vraiment intéressé par des retours d'usage. C'est-à-dire que je sais qu'il y a plusieurs chantiers à mener. D'une part pour rapatrier plus d'informations sur ce qui est directement accessible, enfin sur les informations qu'on a côté SAF qu'on pourrait vouloir ici. Ça peut être des ressources qui ne sont pas des embedded par exemple. Donc ça c'est un chantier qui peut être mené, là j'en ai listé quelques-uns et donc c'est là où il faudra voir ce qui intéresse le plus, parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup, ça c'est toujours compliqué. Ouais, avant de poursuivre, il y a aussi un truc, c'est que ce fonctionnement-là, il y a une partie des développements qui est hautement périssable. C'est-à-dire que les lecteurs embarqués, YouTube, SoundCloud, MP3 c'est moins vrai. Le jour où YouTube ou SoundCloud décident de changer un peu l'API liée à leur lecteur embarqué, et ça cassera, mon site ne marchera plus aussi bien parce que la synchro entre le morceau, le moment actuel dans le morceau, si ça s'est cassé, au final il y a toute une partie des fonctionnalités qui perdent son sens. Donc il y a un côté un peu périssable de certains développements. Mais ça, faut pas que ce soit bloquant, mais juste ne pas tout bétonner sur un lien entre un lecteur effectif et l'ensemble de USB, parce que forcément un jour ce sera plus bon. Donc peut-être s'orienter plus sur des choses où on est un peu plus assuré que ça aura un intérêt à un petit peu plus long terme. Donc ça c'était un point que je voulais quand même noter. Ensuite, donc dans les chantiers, j'avais noté l'exploration avancée, c'est-à-dire que côté SAF, il y a un truc dont j'avais parlé la dernière fois, un des intérêts majeurs je pense de l'encyclopédie, c'est ce qu'ils appellent les cartes continentales. Alors je vais prendre deux cas. Je vais prendre un cas... ça va marcher. Un cas chapitre et un cas parole. Donc je commence par le cas parole. Donc là, c'est-à-dire que pour un morceau donné, j'ai positionné toutes les paroles au moment où elles sont dites. Donc là, vous pouvez voir que ça fonctionne directement sur ce site. Donc là, on voit apparaître en temps réel le morceau, enfin les paroles du morceau. Et donc ça, c'est quelque chose que je trouve assez puissant, notamment quand on écoute une saga audio par exemple, parce que pour comprendre tout ce qui se dit, des fois l'attention elle saute un peu et on serait bien content d'avoir des sous-titres. Et donc c'est un peu le but de cette carte-là, mais elle peut aussi servir à faire de l'affichage de chapitres. On est sur un morceau musical, mais qui est segmenté en différentes parties, d'ailleurs que je recommande, un très bon morceau. Et donc, à partir de là, on peut définir les différents chapitres et sauter directement au chapitre qui nous intéresse. Voilà. Donc là, c'est ce qui se passe ici. Voilà, vous voyez, c'est dynamique. On arrive bien sur le chapitre courage en cliquant sur le trait courage. C'est vraiment bien foutu. Donc je me dis, ça, pouvoir l'intégrer au lecteur dynamique en JavaScript, ça peut être vraiment, vraiment puissant et agréable d'utilisation. Ça demande un peu de taf, mais rien d'insurmontable. Ensuite, ce qui manque encore, c'est l'aspect un peu communautaire. C'est un peu ce dont on avait déjà discuté sur les anciens développements. C'est-à-dire que ça pourrait être pas mal de justement renforcer cet aspect social, où quand on découvre quelque chose, on peut vouloir le signaler aux personnes qu'on connaît, ou en tout cas le rendre un peu évident pour si jamais ils veulent voir ce qu'on a apprécié. Donc ça, c'est pas encore présent, vu que quand on va dans le journal, on accède que à ces informations. Là où, si on va
si on est sur la SAF, là ça a été amélioré. Il y a un petit panneau qui s'ajoute si quelqu'un d'autre a rajouté des drapeaux ou a le morceau dans ses playlists. Donc voilà, ça veut dire que cet aspect-là est déjà géré côté SAF, mais pas encore côté USB, c'est quelque chose qui serait faisable. Et un truc où je me disais ça pourrait vraiment être pas mal, ce serait une sorte de salon d'écoute, c'est-à-dire que c'est un peu comme quand on est sur Twitch avec le chat à côté. Je veux pas non forcément remplacer ça, mais donner une possibilité d'expérience similaire pour des cas qui ne le permettraient pas. C'est-à-dire que ça peut être soit des VOD qu'on voudrait voir en simultané avec des gens qu'on connaît, ou même des morceaux MP3 qui sont pas des vidéos en tant que telles, mais où on pourrait vouloir ce côté discussion en live. Je pensais que ça pouvait être un aspect intéressant aussi, et qui me bottait pas mal, donc c'est peut-être à creuser. On pourrait aussi imaginer une amélioration de l'outil de synchro, parce que là on a vu qu'il est très, très basique, mais il y aura peut-être quelque chose à faire de plus dedans. Et enfin, un point qui peut être pas mal, c'est un travail sur l'autopilote. C'est-à-dire qu'actuellement, si on a des éléments ici dans nos destinations qui sont explicites, que ce soit par issu de la SAF ou qu'on a choisi à la main, c'est bon, là le morceau suivant sera choisi dedans. Mais si c'est pas le cas, on va faire un tirage aléatoire dans les morceaux restants dans cette liste-là. Ce qui est un peu dommage, il y a clairement moyen de faire mieux, mais bon, ça, je dirais que c'est pas mon cœur de pertinence. C'est-à-dire qu'il y a des plateformes qui font ça beaucoup mieux. Vous allez sur Spotify, il saura très bien vous trouver des morceaux similaires à ce que vous venez d'écouter, que vous pourriez apprécier, basés sur des critères extrêmement profonds. Je pense qu'on n'en est pas là, mais il y aura peut-être moyen quand même de trouver un entre-deux. Donc voilà pour les différents points d'amélioration. De toute façon, le Discord est là pour ça aussi. Si vous voulez revenir sur certains points, n'hésitez pas à en parler à cet endroit-là. J'ai un dernier point à voir, c'est le côté éthique. En gros, c'est que j'en ai un peu marre qu'on propose des projets, des solutions techniques qui au final plombent plus qu'autre chose notre écosystème internautique en quelque sorte. Même si, en l'occurrence, là, important de rappeler qu'une des conditions d'existence de base de la SAF et du USB par extension, c'est que c'est non lucratif. À partir du moment où moi j'ai pas de pub, où je génère pas ou quand je dis je, mais que la personne qui héberge ne génère pas de revenus liés à la diffusion de médias tiers, je pense qu'on se prémunit de pas mal de problématiques qui sera liées aux droits d'auteur. Mais pas toutes. Donc c'est pour ça que je pense que si on veut insérer en tant que ressource embarquée des MP3 par des créateurs, notamment en saga audio, c'est important de se mettre en relation avec eux et de voir s'ils sont d'accord. Parce qu'on voit que c'est la seule façon de faire qui soit un peu saine pour que l'écosystème survive et que chacun y trouve son compte. Donc je pense que c'est par là qu'il faudrait aller, mais c'est quelque chose que j'avais déjà commencé à mettre en place. Et donc là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Si je clique sur l'épisode 1, on voit que j'ai le fichier MP3 officiel inclus. Et ça, c'est possible parce que j'ai demandé l'autorisation de l'auteur avant de le faire. Je n'ai pas réembarqué le MP3 chez moi, c'est bien, ça vise directement celui du créateur. JBX, dans sa réponse à ma requête, c'était oui pour inclure, mais c'était dans le cadre dont je lui avais parlé. Moi, c'était dans une encyclopédie. Et là, désormais, on est dans USB. C'est plus une encyclopédie, c'est un lecteur. Donc, je pense qu'il faudrait que je repose la question pour faire ça. Peut-être que dans la façon dont je communique ou que les personnes qui cartographient avec moi, qui ont envie d'ajouter des ressources, quand elles communiquent auprès des créateurs, qu'elles parlent de ces deux niveaux-là, pour savoir ce qu'il est possible de faire, avec quoi ils sont d'accord. Donc la SAF, c'est un peu en utilisation, mais il n'y a pas de développement propre, c'est juste pour être bien aligné avec USB, développement des points d'API de récupération d'informations, ça il faut forcément être un peu à jour, mais ouais, le gros du chantier c'est sur USB, parce que c'est là où je me dis qu'il y a le plus de potentiel et de cadres d'utilisation avancés qui peuvent vraiment faire plaisir.
Ah oui, pour ceux qui connaissaient le Signal, je vais faire une petite digression. Ceux qui étaient là uniquement pour USB peuvent s'en aller, il n'y a pas de souci, mais pour les autres, je voulais quand même revenir sur Bertie Cox. Je sais pas si vous vous rappelez de ce bon vieux Bertie Cox qui avait fait The Signal. Bon, je vais passer à peu près 2 secondes, mais je pense que ce sera suffisant pour que vous vous rappeliez ce que c'est. Voilà. Normalement, ça vous dit un truc. Eh bien, Bertie Cox, j'étais très surpris de voir qu'il ne faisait plus rien depuis très longtemps. Et donc j'ai fait une petite investigation. Et donc là, c'est ce que j'ai rajouté en tant que cartographe sur la page de Bertie Cox. J'ai rajouté des infos qui ne sont pas des ressources, mais qui sont des juste pas du trivia, mais des informations globales. Parce qu'en 2020, je me suis rendu compte qu'on n'avait eu aucune info de Bertie Cox depuis super longtemps, qu'il avait même plus de page Jamendo, alors que c'est là où on avait tout récupéré. Et j'étais extrêmement triste parce que j'adorais ce qu'il faisait, mais je voyais aucune trace et je me suis dit, bah, il a disparu. Voilà. Mais en 2022, alors que j'écoutais un morceau, je me suis rendu compte qu'en fait, sa page YouTube, elle était plus aussi poussiéreuse, qu'il y avait des choses qui venaient d'être ajoutées moins d'une semaine avant. Et en fait, il a réuploadé et ajouté un nouvel album de chansons en 2022. Donc dedans, il y a une partie qui existait déjà, mais il y a quelques nouveautés. Et ça, c'est assez dingue. Donc trop content de voir que désormais, il est un petit peu revenu. Bon, j'ai aussi compris que c'est que son processus créatif est un peu... et pas évident, qu'en gros il y a des fois où juste il est vraiment à sec d'inspi. Et donc là sur la page YouTube de Bertie Cox, vous pouvez voir qu'en fait tiens comment ça mis à jour il y a 3 jours. Alors c'est pas scripté, hein, promis c'est pas scripté, c'est tellement pas scripté qu'il se passe rien. Ah ok, il n'y a plus qu'un morceau, mais voilà, par exemple AIIA, ça c'est un nouveau morceau. Bon, j'ai aussi, comme je suis un peu parano, je me suis posé la question, est-ce que ça et le reste de ces messages ne pourraient pas être interprétés? Là, je fais mon... un peu comme ceux qui déduisent toutes les théories obscures dans les jeux vidéo. Ma théorie obscure, c'est qu'en fait, Bertie Cox, maintenant, il est revenu parce que il utilise de l'IA pour générer sa musique, et que c'est ça que ça veut dire, ce titre très subtil. Et que et qu'en fait quand il dit c'est peut-être là, bon voilà, parce que là il parle de produire de la musique, mais bon on sait que produire voilà, ça peut être très concret, mais dans un autre morceau, ah voilà, je crois que c'est là, voilà, c'est ça le message qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille sous mon chapeau en aluminium, comme le dit Bello. The music makes itself or not, I just observe. On pourrait imaginer, si on était quelqu'un d'un peu juste dans le processus créatif, qu'effectivement, des fois on a l'inspi, des fois on n'a pas l'inspi, et c'est pas quelque chose qu'on contrôle, que ça vient tout seul. Mais on peut aussi l'interpréter, makes itself, que c'est pas vraiment lui qui crée en fait. Il aurait un ghost producer qui serait une intelligence artificielle musicale. Voilà, c'est ma petite théorie de derrière les fagots. J'y crois, je pense, à 8%, mais je voulais vous la partager en guise de conclusion, et pour illustrer à quel point on peut rajouter, enfin, pour être plus sérieux, on peut rajouter des informations sur un artiste au fil de son évolution, d'informations pertinentes. La discussion pourra se poursuivre sur le Discord, sur Twitter ou par mail. Vous pouvez trouver toutes ces informations ici ou là. Là par exemple, si vous voulez mon contact par mail, il est présenté à l'écran dans la page About du site USB. Voilà, merci bien et bonne soirée à tous.